Pierre Noisa. Salut Pierre, est-ce que tu m'entends bien? Bonjour Jérémy, je t'entends parfaitement. Merci pour ton invitation. Écoutez, je suis très heureux, de te recevoir ce matin. Pour ne rien te cacher, on m'en a fait la demande plusieurs fois. Nous avons reçu énormément de personnes qui te connaissent, pour certains, qui t'aiment énormément et when Pierre, eh bien now, ça y est, Pierre est avec nous ce matin. Alors, Pierre, si tu veux bien, on va d'abord faire un petit moment un peu revue de presse ensemble. Ça va m'intéresser d'avoir l'avis d'un véritable OG comme toi, sur ces infos que j'ai préparées. Et puis ensuite, on passera sur une partie peut-être un peu plus classique d'interview où on va essayer de chercher un petit peu à connaître qui tu es, et ce que tu as fait, ce que tu penses et ce que tu projettes. J'avais déjà un petit peu commencé avant que tu arrives, et notamment sur les dernières déclarations de la députée européenne Sarah Knafo. Je pense que tu es passé dessus, puisque sur Twitter en ce moment, tout le monde ne parle que de ça depuis hier soir. Dans les grandes lignes, elle appelle effectivement les pays européens à adopter une vision peut-être un peu plus pragmatique sur Bitcoin et les crypto-monnaies, s'inspirant notamment de l'exemple au Salvador et évidemment des déclarations et de la volonté de Donald Trump que de constituer une réserve stratégique en Bitcoin. Et en cela, elle dit ce qu'elle disait il y a quelques semaines sur l'intelligence artificielle, où elle prend des régions du monde qui, au contraire, souhaitent y investir et en faire une force, que ce soit industrielle, financière, monétaire, etc., comparé à l'Union européenne qui, elle, finalement, ne fait que réguler et mettre de la régulation, de la réglementation, etc. Et donc, évidemment, ça crée dans le CTFR un clivage assez intéressant entre ceux qui disent c'est super, enfin quelqu'un s'empare du sujet, et d'autres disent ouais, mais bon, c'est une raciste, c'est la femme de Zemmour, donc ça représente mal Bitcoin. Donc, c'est assez amusant de lire ça sur les réseaux, et ça revient sur une question que je posais il y a quelques jours. Est-ce que vous voyez un jour un parti politique en France qui serait capable de pouvoir porter ces enjeux de souveraineté monétaire, de Bitcoin, etc., un peu à la manière de Trump? Et bon, je pensais déjà au fond de moi à Reconquête, pour ne rien te cacher, parce que je voyais un petit peu les choses venir de leur côté. J'aimerais avoir ton avis, Pierre, sur les politiques français et Bitcoin, et peut-être plus particulièrement cette déclaration de Sarah Knafo. Je ne sais pas si tu l'as écoutée. Voilà. Alors oui, j'ai vu passer, et ça fait toujours plaisir de voir un responsable ou une responsable politique, en l'occurrence, prendre une position, je dirais, de bon sens, hein, parce que je dirais pas que c'est une position extrême hein, qu'elle défend là. Elle parle de réserve stratégique, ça veut dire quoi? Ça veut dire 1% peut-être des avoirs en or de la Banque de France qui seraient convertis en Bitcoin, quelque chose comme ça. Ça n'a rien d'extrême, ça paraît du simple bon sens au vu des performances de Bitcoin sur les 10 dernières années. Je rappelle à ceux qui nous écoutent que Bitcoin, c'est plus 150% ou 140% en moyenne chaque année depuis 10 ans. Pourquoi on s'interdirait je dirais, de mettre une partie des avoirs dans cet actif, dans cette monnaie? Ça me paraît plutôt une recommandation de bon sens. Après que ça vienne de Reconquête, c'est pas surprenant parce que c'est un des rares partis, je dirais, en France, si ce n'est le seul, qui est plutôt milléiste, je dirais, c'est-à-dire qui prône plutôt une réduction du rôle de l'État qu'une augmentation des impôts. C'est assez original en France. En référence, Milei, en référence au nouveau président argentin qui a Voilà. mené une politique, on va dire, de coupe de dépenses et de Ouais, lutte contre ouais. le déficit massive, avec des résultats d'ailleurs assez exceptionnels après quelques mois seulement, hein. Ouais, tout à fait. Après, sur les accusations de racisme, je commenterai pas, mais si, là encore, le bon sens recommanderait effectivement que les étrangers qui commettent des crimes soient reconduits à la frontière. Tous les pays du monde le font. Il n'y a que la France qui ne le fait pas. Donc là aussi, on est plus dans du bon sens que du racisme. Ceux qui prônent, enfin, qui parlent de racisme, dégainent le mot racisme d'ailleurs, sont pour moi extrêmement suspects. Justement, le racisme, c'est d'assimiler tous les gens d'une certaine couleur à des délinquants, ce qui n'est pas mon cas. Je considère qu'il y a une toute petite minorité d'ailleurs de récidivistes en général qui doivent être effectivement expulsés. Là encore, c'est du bon sens. Donc les accusations de cette sorte sont plutôt disqualifiantes pour ceux qui les émettent. Moi, je suis assez d'accord avec toi, et c'est intéressant parce que c'est un échange que j'ai eu ce matin. Alors, il a à peine commencé l'échange, donc évidemment, je le laisserai me répondre avec grand plaisir. Et puis, je vais même d'ailleurs même pas le nommer, mais c'est un échange dans lequel c'est intéressant d'ailleurs. Il disait qu'en gros, Sarah Knafo faisait bah, c'était bien qu'elle parlait de ça, mais en même temps, c'était un peu débile parce que en parallèle, eh bien, le parti Reconquête prône, par exemple, une censure, disait-il, ou une interdiction de la rémittance, donc des transferts d'argent vers des pays, notamment on parle évidemment des pays à forte
comment dire, à population immigrée qui vient en France. Je précisais évidemment que et il disait que ça faisait contrepoids, c'est-à-dire que d'un côté on veut censurer la rémittance, donc les transferts internationaux et donc les paiements, et en même temps Alors, privilégier ouais, Bitcoin. Voilà. En en fait, fait, pour moi, on c'est voilà. plutôt le contrôle des aides, puisqu'en fait, effectivement, il s'agit d'éviter que des aides sociales soient renvoyées directement vers des pays d'origine. Ouais. Si les gens ont besoin d'aide sociale, ils n'ont évidemment pas les moyens d'envoyer de l'argent au pays, hein. Donc, quelqu'un qui reçoit des aides sociales en France, effectivement, n'est pas censé pouvoir gagner suffisamment pour envoyer chez lui. Sinon, il y a un problème économique. Là encore, ça paraît du simple bon sens. Bah, c'est surtout Il un y a de moyen de l'argent pour le pression, développement, c'est vers censé ces être un pays, instrument d'aide pour le développement. mais c'est surtout Les, un les moyen aides de sociales ne sont pas pression, là pour l'aide au développement. Voilà, c'est deux bah, buts différents. c'est intéressant, mais surtout que cette proposition d'interdire ou de limiter la rémittance, donc les transferts d'argent à l'international, elle est là essentiellement pour mettre la pression sur ces pays pour qu'ils coopèrent davantage sur les OQTF, hein, Oui, et pour encore une éviter. fois, ça ne concerne pas tout le monde. Ça concerne, en fait, c'est pas en lien avec les rémittances, c'est en lien avec qui reçoit les aides sociales et qu'est-ce qu'ils font avec les aides Ouais. sociales. Et puis, de toute façon, le discours de Sarah, et on terminera sur ce point, tu as tout à fait raison, Pierre. Je trouve que la position est assez, on va dire, éclairée, dans le sens où elle n'appelle pas à ce que Bitcoin devienne une monnaie ayant cours légal, ou que demain elle soit adoptée comme une monnaie officielle de l'Union européenne, ce qui là pourrait avoir un rapport avec la rémittance, puisque c'est du paiement. Mais là, c'est juste l'intégrer en tant que réserve stratégique. Donc, c'est un enjeu clairement de réduction des déficits, un enjeu potentiellement de souveraineté numérique, et puis surtout un enjeu géopolitique avec des pays qui s'accumulent à vouloir justement proposer Bitcoin comme disons une alternative à l'or en tant que réserve de valeur. Et d'ailleurs, ça nous amène à la deuxième news. On va en Allemagne, si tu veux bien, pas très loin du Parlement européen, puisqu'on se rappelle que cet été, l'Allemagne a vendu 50 000 bitcoins pour une valeur très faible par rapport à celle qu'elle a aujourd'hui. Ils sont passés à côté de plusieurs milliards d'euros, évidemment, de plus-value potentielle hein, s'ils l'avaient gardé. Et l'ancien ministre allemand des Finances, Christian Lindner, eh bien, s'en est pris publiquement à la politique financière de Olaf Scholz, qui, selon lui, a manqué cruellement de vision cohérente sur le Bitcoin. Et donc, effectivement, il appelle en cela eh bien, à se reprendre et à vérifier un peu ce que fait notamment les États-Unis dans cette politique pro-innovation, attirant des capitaux, etc. Alors, c'est intéressant que ces deux actualités, donc Sarah Knafo, Christian Lindner, mais il y en a d'autres, hein, on a vu un candidat à la présidentielle en Pologne, etc. Tout ça, évidemment, est en train de se mettre en avant avec deux éléments. Évidemment, tout ce qui est lié à Donald Trump, avec une concurrence géopolitique là-dessus. Et puis, on a surtout un Bitcoin qui atteint les 100 000 euros. Et donc, finalement, ça représente un prix dans la zone euro, en Europe en tout cas, qui est un prix charnière. Euh, Là aussi, je pense que tu as un mot à dire là-dessus. Bah, sur Scholz, effectivement, c'est le problème des idéologues comme ce personnage. Je dirais qu'on a un peu les mêmes chez EDF en France, hein, ceux qui refusent de faire du mining alors qu'ils ont des surplus d'électricité, euh, qui pourraient donc mettre en œuvre ces surplus pour réduire la facture d'électricité des entreprises et des particuliers en France. Au lieu de ça, ils préfèrent ne pas faire de mining pour des raisons idéologiques. Je pense que c'est un peu pareil pour Scholz. Vendre des bitcoins, c'était une décision, je pense, plutôt idéologique. Mais on n'est pas surpris pour ce qui concerne l'Allemagne, puisque en fait, ils ont fermé des centrales nucléaires. Hein, c'est un peu le même genre de décision, en fait. Hein, vendre des bitcoins, fermer des centrales nucléaires pour allumer des centrales à charbon. C'est un peu le même genre de décision. Là encore, le bon sens semble manquer à certains politiques. C'est pour ça que je pense que c'est intéressant d'entendre des politiques qui font entendre une voix de bon sens de temps en temps, comme tous ces pays que tu as cités. Ouais, et encore, on aurait pu en citer beaucoup plus, puisque chaque matin, on refait le point là-dessus. Et en fait, tous les jours, tu as un pays ou un parti. On a eu la Russie récemment, on a le Suriname, on a Hong Kong. Enfin, on a énormément de pays qui se disent, bon, si, et moi, je pense que ça confirme quelque chose que je pense depuis un peu plus d'1 an maintenant, si les États-Unis décident de dire que Bitcoin est une réserve de valeur,
eh bien, par définition, ça fait de Bitcoin une réserve de valeur. C'est pas nous qui décidons, c'est comme ça. Si la première économie mondiale, elle dit que demain, les mouchoirs en papier sont une réserve de valeur, eh bien, demain, je crois que les États se disent, OK, d'accord, bon, bah, de fait, alors c'en est une, puisque bah, elle sera recherchée par la première économie mondiale. Donc voilà, donc effectivement, je pense que ça confirme tout ça. Euh, on va parler, si tu veux bien, de Ripple. Alors, tu es un OG dans la crypto, on va y revenir tout à l'heure. Tu t'y intéresses au moins depuis 2009 et tu as commencé à y travailler depuis 2011. On y reviendra tout à l'heure. Et donc, tu as vu passer, j'imagine, Ripple, XRP, cette monnaie qui a été très souvent décriée et qui, en même temps, a tissé des partenariats avec parmi les plus grosses institutions financières américaines et qui, là, récemment, a vu, alors au-delà de son prix augmenter, c'est pas tant ça le sujet, mais plutôt les poursuites de la SEC eh bien, commençaient à être abandonnées ou alors limitées à des amendes finalement assez faciles à payer pour la fondation. Et puis surtout le lancement d'un stablecoin, le RLUSD, qui, eh bien, dont la sortie est prévue aujourd'hui même. Et donc, évidemment, le fondateur a dit que eh bien, ce stablecoin va mener à une pression acheteuse importante sur le XRP. Et donc, ça crée un FOMO. Tout le monde parle que d'XRP, le prix augmente, etc. Moi, j'aimerais, par le prisme de cette actualité, peut-être, je ne sais pas, que tu nous donnes un peu ton avis sur cette crypto. Certains détestent viscéralement et que d'autres disent, au contraire, elle a un potentiel d'adoption au niveau institutionnel et qui est massive. Voilà, j'aimerais avoir peut-être ton avis là-dessus. Écoute, en fait, je m'intéresse à la cryptographie depuis plutôt les années 90, donc c'est bien avant que les crypto-monnaies existent, en fait. Mais Ripple existait avant toutes les autres, puisque c'est un projet, c'est un avatar d'un projet qui a démarré plutôt dans les années 2004, 2005, 2006 de mémoire. Donc, Ripple, c'était en gros l'idée que si tu fais une liste de validateurs qui sont en concurrence les uns avec les autres, ils vont pas se liguer contre toi pour valider des fausses transactions. Et si c'est des validateurs qui eux-mêmes, a priori, ont une réputation, donc plutôt des grandes entreprises. Voilà, c'est ça l'idée de Ripple, qui est pas mauvaise. Et c'est intéressant de voir que ça a survécu jusqu'à aujourd'hui avec effectivement une technologie qui a progressé, etc. Mais il faut se rappeler historiquement ce que c'était. Donc je ne suis pas surpris que Ripple soit toujours là, parce que comme je disais, c'est là depuis bien longtemps, avant même Bitcoin, à ma connaissance. En tout cas, j'en avais entendu parler avant Bitcoin, même si ce n'est pas à proprement parler une crypto-monnaie, parce que si tu fais une liste de validateurs, tu as un système qui est à peu près totalement centralisé. Enfin, voilà, il est centralisé par ses validateurs. Après, tu peux dire qu'ils vont coopter les nouveaux, qu'ils sont en concurrence les uns avec les autres, donc ils ne vont pas se lier contre toi. Ce sont ce qu'on appelle des hypothèses. Ces hypothèses peuvent évidemment être démenties. S'ils sont en concurrence aujourd'hui, demain, ils peuvent faire des alliances, et des fusions-acquisitions, etc. Donc, c'est un système qui n'est pas, qui moi m'a jamais vraiment séduit. Donc aujourd'hui, comme tu dis, c'est du FOMO parce qu'il y a un fondateur qui était là donc depuis le début des cryptos, donc forcément il en a profité, il a des moyens, il peut faire des manipulations de prix. Je pense que c'est ce qui se passe sur XRP, qui n'a aujourd'hui plus vraiment de raison d'être. Maintenant qu'on a le protocole Bitcoin, on n'a plus besoin de faire toutes ces hypothèses sur les validateurs et sur le choix des validateurs. Donc c'est un projet qui n'a plus aucun intérêt, à mon avis. Je dirais même Ethereum, d'une certaine manière, est plus décentralisé que Ripple, donc je vois pas l'intérêt de Ripple dans ce contexte. Après, il y a toujours l'histoire des frais, les fameux frais de transaction, qui sont mis en avant en général par les concurrents d'Ethereum en disant regardez les frais sur Ethereum, ce qui est Mhm. vrai. Mais ça, c'est un problème de scaling. Il ne faut pas confondre les. C'est pas un problème de protocole, c'est un problème de scaling. C'est-à-dire qu'effectivement, un protocole, s'il a du succès, les frais sur le réseau augmentent, sur le réseau qui est gouverné par ce protocole, les frais augmentent, et c'est ce qu'on observe. Mais c'est certainement pas la solution. Ne consiste pas à aller à changer de blockchain au motif que les frais sont élevés. Évidemment que les solutions de scaling sont à trouver dans la blockchain, dans chaque blockchain. Hmm. Alors, tu as dit un truc qui est intéressant sur lequel j'aimerais rebondir. Tu disais, on ne peut pas forcément appeler ça une crypto-monnaie parce qu'elle est très centralisée.
Donc j'aimerais, savoir, que tu nous développes un peu quel rapport entre le côté cryptographique d'un actif numérique et sa centralisation? Je le vois pas intuitivement. Alors, c'est plutôt l'inverse, en fait. C'est la cryptographie dans Bitcoin a permis de construire un réseau décentralisé. S'il y avait une autre solution que la cryptographie, mes oreilles sont ouvertes. Je suis curieux que quelqu'un nous propose une autre solution que la cryptographie et le proof of work de Bitcoin. Mais je ne l'ai pas vu depuis la création de Bitcoin. On n'a pas vu quelqu'un sortir une invention du calibre de celle de Satoshi Nakamoto. C'est juste ça en fait, c'est que si on veut un réseau décentralisé, il faut ce système d'incitation, hein. Ce sont des incitations économiques en fait qui sont créées par Mmh. l'électricité, l'accès à une électricité peu chère, donc une électricité, des surplus d'électricité. Ça a aussi des vertus écologiques, hein, contrairement à ce qu'affirment certains lobbyistes bancaires. Évidemment que le protocole Bitcoin est vertueux sur le plan écologique puisqu'il incite à monétiser les surplus d'énergie Mmh. électrique. Donc pour toutes ces raisons, je ne vois pas l'intérêt des autres protocoles, si ce n'est d'enrichir leurs fondateurs éventuellement. D'ailleurs, ceux qui nous écoutent doivent savoir qu'il n'y a pas de marketing Bitcoin, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas d'organisation qui peut les revendiquer un contrôle de près ou de loin sur Bitcoin. Donc ce n'est pas le cas d'Ethereum avec Ethereum Foundation, etc. Et surtout, ce n'est pas le cas avec toutes ces petites crypto-monnaies, je dirais, ces crypto-monnaies mineures qui sont manipulés, qui sont contrôlés par leurs fondateurs et dont les prix sont manipulés. Donc je dis à ceux qui nous écoutent, méfiance, surtout si vous êtes récent dans le secteur. Les opportunités de gains sur des petites crypto-monnaies, on ne va pas dire shitcoin, on va dire petites crypto-monnaies, vont tendance à s'amenuiser. Il y a beaucoup de chances de perte, par contre, de perte en capital. Donc méfiance avec tout ce qu'on vous promeut sur Internet, parfois. Hein, je dis pas. Mmh. Bien sûr, pas sur ta chaîne, hein, Jérémy, mais sur ces Ici, on choses-là. promeut rien, donc en fait, on est tranquille. Ici, Voilà, pour rester on fait pas agnostique. de pub, donc à part pour une école blockchain, tu vois, donc c'est la seule chose qu'on met en avant. Sinon, non, non. Mais effectivement, ouais, je te rejoins là-dessus. Alors, on va continuer un peu la revue de presse, même si elle est le prétexte hein, de discussion évidemment plus générale. Mais on a Bitcoin qui rattrape l'or. À l'occasion de ces chroniques TradFi, Jonathan Solomon nous avait précisé il y a 2 semaines que l'ATH de Bitcoin par rapport à l'or n'avait pas encore été atteint. La semaine dernière, il nous a effectivement précisé que cela avait été fait à raison de 1 Bitcoin pour 40 onces d'or. Et donc, ça y est, effectivement, le rapport historique entre les deux actifs est enfin atteint. La dernière fois, je crois que c'était en 2021. Et donc, c'est intéressant de voir si on décide de mettre Bitcoin au rang de réserve de valeur comme peut l'être l'or, eh bien peut-être de le mettre un peu plus en comparaison avec comment dire, cet élément, cette valeur, plutôt qu'avec le dollar qui, évidemment, a, de par les bons du Trésor américain, une notion de réserve de valeur, bien sûr, mais qui est surtout une monnaie, disons, vernaculaire, C'est un une monnaie stablecoin. fiduciaire. C'est un Voilà, c'est stablecoin, ça. dollar. Et donc pour le coup, alors là aussi, évidemment, j'aimerais, par le prisme de cette actualité, te demander un petit peu, toi, en tant que Bitcoin à tout le moins maximaliste, en tout cas bitcoiner, convaincu, depuis, très longtemps, c'est quoi ta vision par rapport à l'or? Est-ce que, Bitcoin le remplace totalement et finalement il n'y a plus aucun intérêt d'utiliser l'or? Ou est-ce qu'au contraire, tu penses que, eh bien, avoir un peu des 2 parce que chacun a des avantages et des contreparties? Enfin, j'aimerais avoir ton avis un peu là-dessus. Alors, je sais qu'il y a des gold bugs, comme on dit, qui s'intéressent à Bitcoin, donc je ne veux pas surtout pas les dissuader, les faire changer d'avis. Mais c'est vrai que le minage de l'or présente des inconvénients écologiques, contrairement au minage de Bitcoin, qui est plutôt vertueux par rapport à l'utilisation de l'électricité. Donc, comme je disais, en incitant à monétiser les surplus d'électricité. Dans le cas de l'or, on a un impact environnemental qui est vraiment négatif parce que, et c'est le problème des minerais en général d'ailleurs, pas seulement l'or, hein, c'est que le retour sur le minage, c'est-à-dire la teneur en métal des gisements est de plus en plus faible. Hein, c'est la loi, ce qu'on appelle la loi des retours décroissants. Donc à mesure qu'on mine, ça devient de plus en plus difficile de trouver de nouveaux gisements, donc ça veut dire des explorations, et tout ça, c'est du terrain qu'on détruit, qu'on pollue éventuellement, notamment dans le cas de l'or, il y a le minage sauvage dans les rivières qui est extrêmement nocif aussi pour l'environnement, avec du mercure qui est répandu dans la rivière. C'est ce qu'on appelle l'orpaillage. Ça existe en Amazonie en particulier, où les gens sont très pauvres, donc ils sont assez pauvres pour considérer que récupérer des poussières d'or dans la rivière
une vraie source de revenus là-bas. Donc ça, c'est cet impact environnemental qui me fait dire que, effectivement, à mesure que les gens réalisent que Bitcoin, finalement, c'est pas ce qu'on leur a expliqué depuis 7 ans à peu près, hein, que ce serait nocif pour l'environnement. En fait, c'est tout le contraire si on regarde les chiffres, si on reste factuel. Du coup, je pense que le Bitcoin va avoir une bonne part de ce qui est aujourd'hui sous forme de réserve d'or. Et donc, ça va, je Mmh. pense, accentuer le phénomène que tu décris. OK, ouais et puis ça c'est intéressant cette prise en compte de l'intérêt écologique qui est finalement est assez, récent dans nos sociétés. On va dire que ça fait une dizaine d'années, quinzaine d'années, et qu'effectivement, c'est aussi bien une arme, massue contre Bitcoin, pour celles et ceux qui savent pas y répondre, c'est pas toujours facile, et en même temps, là, tu viens de le démontrer, c'est, finalement peut-être une arme, un bouclier en fait, ou en tout cas une arme entre guillemets «contre l'or». Donc voilà, donc meilleur ami, ou pire ennemi, de Bitcoin, l'écologie, un sujet dont on peut parler pendant des heures, mais c'est intéressant même si j'ai récemment vu qu'un rapport était sorti, qui entre guillemets «fermait la discussion» sur Bitcoin et son impact écologique en disant qu'effectivement, l'impact était ultra positif. Il faudrait que je retrouve ça, mais peut-être tu l'as vu passer, mais un rapport très récent qui explique que Bitcoin a un impact positif sur l'écologie. Donc voilà, mais En fait, chaque fois, si tu veux, que quelqu'un s'y intéresse de manière factuelle, c'est-à-dire sans une arrière-pensée lobbyiste, il arrive à cette conclusion que c'est plutôt vertueux, hein. C'est pas non plus magique, ça va pas résoudre tous les problèmes du monde, mais c'est plutôt vertueux sur le plan environnemental, en tout cas davantage que les systèmes concurrents. Donc, en particulier dollar ou l'or, dont on vient de parler. Mais mmh, voilà, c'est vrai que c'est un sujet d'actualité. Et après, dans le cas de l'or, c'est plus général, comme je disais, c'est pas que l'or, c'est les minerais en général. Les ouais, gens se focalisent beaucoup sur les émissions de carbone, mais en fait, l'accès aux matériaux, aux matières premières est tout aussi critique, et ça, c'est pas lié au changement climatique, c'est lié à l'augmentation de la population mondiale, hein. Et là aussi, tu observeras combien on minimise souvent la l'explosion de la démographie, population, mmh, en nous bien sûr. expliquant que tout va bien. Alors, effectivement, parce qu'on est en déclin démographique en Europe, hein, il faut savoir qu'il y a 1,5 enfants par femme en Europe, donc la population autochtone européenne diminue. Par contre, en Afrique, on est à 4, au-delà de 4, donc dans certains pays, hein. Donc, ce qui fait que, effectivement, il y a une explosion démographique globalement, en fait, hein. À l'échelle mondiale, c'est plutôt une explosion démographique, puisqu'on est passé, depuis ma naissance, on est passé en gros 3 milliards et quelques à 8 milliards, hein, juste Mmh. depuis ma naissance. Donc, quand tu vois ce chiffre, enfin, moi j'en suis conscient de ce chiffre, donc il ne faut pas nous expliquer qu'il n'y a pas de problème démographique. Tous ces problèmes soi-disant écologiques qu'on nous avance, en fait, ce sont des problèmes liés à l'augmentation de la population, y compris le réchauffement climatique, puisque évidemment que s'il y avait moins de voitures, moins de gens, il y aurait moins de voitures, et tous ces problèmes qu'on évoque seraient résolus. Alors c'est un calcul qui est assez simple à faire d'ailleurs, que j'ai développé dans mon livre, on va peut-être en parler tout à l'heure, mais Mmh. où en fait tu as une consommation moyenne par habitant sur Terre qui est de l'ordre de 20 MWh par an. C'est une moyenne mondiale, avec des grosses disparités effectivement entre l'Afrique où on est à 10 MWh par an et par habitant, et les États-Unis, on doit être à 60. Mais la moyenne, c'est 20. Et donc, ça veut dire que chaque fois que la population mondiale augmente, bah, tu ajoutes cette augmentation fois 20 MWh par an d'utilisation énergétique. Donc, c'est évident qu'on ne résoudra pas le problème du réchauffement climatique sans parler de population. Toutes les économies que tu peux faire, si tu veux, chez toi aujourd'hui en France, par exemple, ça va te faire passer ta conso, mettons, de 40 à 35, ou si tu fais beaucoup d'efforts, tu vas passer de 40 à 35, ça va évidemment pas changer la moyenne mondiale. Donc, tous ceux qui nous parlent de réchauffement climatique, tu remarqueras, c'est très intéressant, ils omettent complètement l'angle mort, c'est la démographie, en fait. Ouais, mais Et je pense que ça, c'est complètement idéologique et politique, et bon ça, c'est pareil, c'est un sujet qui est ouvertement politique parce qu'on sait que la France représente 0,1 des émissions de gaz à effet de serre, et que tu as des zones du monde dans lesquelles effectivement, l'impact est, évidemment 1000 fois plus grand et l'argument le contre-argument, c'est, bah, oui, mais si,
Sinon, il faut le faire pour donner l'exemple, tu sais? Parce qu'on sait Alors très s'il y a bien bien un que truc qui marche pas dans les relations internationales, c'est l'exemple, hein. Ça mais en plus, ça, l'exemple, ça n'a jamais marché. C'est les c'est incitations, clairement, hein, les exemples, non, ça, c'est clair, je suis d'accord avec toi, c'est clairement de la morale, en fait, et on sait évidemment. très bien que les rapports de force entre les pays n'est pas fondé sur la morale, mais sur justement les rapports de force, les incitations et cetera. Mais effectivement, ouais, la démographie, je pense que c'est un enjeu qui est clairement politique et idéologique parce que je crois que très rapidement, si on met le sujet sur la table, on en arrive à commencer à décider, quel pays a le droit de faire des enfants, quel enfant est-ce qu'on doit laisser, naître. On en arrive à une politique de l'enfant unique en Chine, on en arrive à finalement peut-être une incitation des C'est pays un à sujet réduire, très compliqué et c'est un sujet qui est politiquement. très exactement. C'est pour ça que je C'est très pense qu'on compliqué préfère l'éviter politiquement. C'est pour ça parce que d'ailleurs que personne n'en les parle. ouais. C'est parce Oui, que oui, c'est non, mais c'est compliqué ça. politiquement. Ouais. En Donc fait, on les préfère parler solutions, d'écologie, mais ouais, dire que, 4 de enfants par recyclage femme, des bouchons de bouteilles, ouais. ou dans des pays comme ça, c'est trop, tout de suite on passe pour un là encore, on va dégainer le mot racisme, on va dégainer toutes sortes de Absolument. pour disqualifier, ce Ouais, qui relève du simple bon sens évidemment, hein, c'est totalement. des chiffres. Non, mais complètement. OK, Pierre, merci. On va continuer. En fait, tu sais quoi? On va continuer un peu la revue de presse parce que il y a des trucs sympas, qui sont passés et qui sans doute te parlent. On a un nouveau, BIP, Bitcoin Improvement Proposal. Donc c'est des propositions qui sont faites par, disons la communauté Bitcoin pour, voilà, améliorer en tout cas le protocole. Et en fait, il y a une nouvelle, BIP qui vient d'être déposée, qui vise en fait à diviser un bitcoin en 100 millions. Et donc potentiellement demain, un satoshi serait un bitcoin. Et donc en faisant cela, on n'aurait plus eh bien 21 millions, mais finalement, bah, tu multiplies ça par 100 millions. Et en fait, ça serait utile pour faciliter et rendre le découpage de Bitcoin plus intuitif. Surtout si demain Bitcoin venait à valoir 1 million de dollars, ce sera plus facile de dire un Bitcoin, c'est l'équivalent d'un Satoshi aujourd'hui. Et ça permettrait aussi peut-être d'être un peu plus lisible avec ce système de deux monnaies entre le Satoshi et le Bitcoin, qui lui aussi, voilà, est pas forcément ultra intuitif. Voilà. Et j'aimerais savoir, toi, qu'est-ce que tu en penses de ça, par exemple? Est-ce que tu penses que c'est plutôt cool, plutôt bien, ou au contraire, tu penses qu'il faut rien toucher sur ce sujet, Bitcoin est tel qu'il est, voilà. Ouais, je pense que c'est une très mauvaise idée, je pense qu'aujourd'hui, il y a l'euro et le centime et il y a le bitcoin et le satoshi, donc je pense que je vois pas de problème avec ça, dans un cas, c'est tu divises par 100, dans l'autre cas, tu divises par 100 millions. Compte tenu des valeurs respectives de l'euro et du bitcoin, ça paraît assez logique, donc je vois c'est une solution en quête d'un problème, en fait. Il y a pas de problème, donc évitons de faire des changements ou des modifications, qui posent le problème. En plus, cette modification supposerait, de refaire de la pédagogie sur ces multiples, Ouais. ça risque de créer des confusions, enfin, c'est une source de problème. Donc non, je ne, je ne soutiendrai pas cette approche-là. Je trouve que c'est Ouais. une mauvaise idée. Ce que tu dis est un des arguments à apporter en face de ça, c'est que ça risque de créer des confusions au moment bah, où tu mets le nombre de bitcoins que tu veux envoyer. Ça peut créer voilà, des grosses confusions Ouais. dans ça. Et voilà, donc pour le coup, ok. Très bien. Je ne sais pas si ça va être Surtout que approuvé, le Satoshi, mais entre voilà. nous, le Satoshi est codé dans le code Bitcoin Core, enfin dans le client Bitcoin, ce sont des Satoshi, on manipule des entiers qui sont des Satoshi, donc il y a vraiment un lien direct avec la technologie aussi, donc ça supposera un changement peut-être technologique, donc ça, voilà, je pense qu'il faut pas le faire. Ok, très clair. Dernière petite news dont j'aimerais parler avec toi, et sans doute que c'est un sujet qui t'intéresse, c'est la puce quantique développée par Google. Donc l'information a quelques jours maintenant, mais je pense qu'il est intéressant d'en discuter ensemble. En fait, Google a présenté une nouvelle puce d'ordinateur quantique capable d'effectuer des calculs à une vitesse jusque-là évidemment inimaginable. Et cette avancée pourrait avoir des répercussions sur le secteur crypto, notamment en ce qui concerne la sécurité des algorithmes de cryptographie, puisque aujourd'hui les clés cryptographiques, eh bien, elles résistent face aux ordinateurs, on va dire classiques, qui voudraient essayer de les forces brutes en fait, et avec un ordinateur quantique qui permet en fait de paralléliser finalement la puissance de calcul et donc de la multiplier par, je sais pas, 1 million, tu vois, on pourrait potentiellement, eh bien, casser
les systèmes cryptographiques actuellement en cours. Là aussi, toi, tu es beaucoup plus un spécialiste que moi en la matière, puisqu'on rappelle, hein, tu es cryptographe de formation depuis des années. Est-ce que tu penses que c'est un vrai danger pour les cryptos? Et le cas échéant, qu'est-ce qu'on pourrait faire justement pour s'y préparer, voire pour l'anticiper? Alors, je ne suis pas cryptographe de métier, hein, il y a des gens dont c'est le métier qui font ça à temps plein. Moi, je suis un fan de cryptographie et j'ai lu dès les années 90, je me suis beaucoup documenté sur la cryptographie, je l'ai étudié, et notamment avec un livre d'un monsieur qui s'appelle Bruce Schneier, qui est un des plus grands pédagogues sur la cryptographie, qui a écrit un livre dans les années 90 qui s'appelait Applied Cryptography. Cryptographie appliquée, qui est une lecture que je recommande à tous ceux qui s'intéressent à la cryptographie au passage. Donc, concernant l'ordinateur quantique, c'est aussi vieux effectivement que la cryptographie. Il y a eu de la cryptographie, on appelle ça de la cryptographie quantique d'ailleurs, c'est-à-dire concevoir des algorithmes qui résisteraient à une attaque par un ordinateur quantique. C'est un sujet dans la cryptographie, c'est une niche, c'est une spécialisation. Quand on est cryptographe, on peut se spécialiser sur ce sujet. Donc on pourrait y passer l'heure qui vient, si tu veux, à parler des subtilités de tout ça. Ce qu'il faut savoir pour ceux qui nous écoutent, pour simplifier et pour ne pas y passer trop de temps, c'est qu'effectivement la cryptographie quantique progresse, mais qu'elle est encore très loin, mais vraiment loin, loin de pouvoir attaquer Bitcoin. Et le jour où elle pourra attaquer Bitcoin, elle pourra attaquer tous les systèmes de sécurité informatique de la planète. Donc je pense que Bitcoin sera le cadet des soucis. Je pense notamment au réseau téléphonie, enfin, tous les appareils électroniques qui sont sécurisés par la cryptographie, l'arme nucléaire, enfin les systèmes de défense. Voilà. Donc Bitcoin sera le dernier des soucis, hein, des gens quand le jour où il y a un problème avec ça. Donc en plus, tout le monde regarde ça de très près, donc s'il y a une alerte, elle sortira. Aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas d'alerte parce qu'ils sont encore très très loin du seuil, si tu veux, où il faudrait prendre des mesures correctives. Le jour où il faudra prendre des mesures correctives, on peut faire un hard fork pour changer un algorithme, hein. Ça s'est vu dans le passé. Quand il y a des bonnes raisons de le faire, on fait un hard fork quand ça s'impose. Là encore, c'est une question de bon sens. Si quelqu'un propose un protocole résistant à une attaque quantique, il sera évidemment adopté. Donc je ne pense pas qu'il y ait de soucis. Là, en fait, le seul souci avec le protocole Bitcoin, ce n'est pas l'ordinateur quantique, c'est quelque chose de plus inattendu, je pense, pour ceux qui nous écoutent, c'est la fusion nucléaire. Parce que la fusion nucléaire, c'est potentiellement une source d'électricité pas chère, enfin infinie en fait, puisque la fusion, comme tu le sais, c'est un processus par lequel tu récupères plus d'énergie que tu n'en fournis à la machine, hein, à la centrale. Donc c'est pas juste la transformation, parce qu'aujourd'hui, si tu veux, on est sur des modèles de transformation d'énergie. Par exemple, l'énergie hydraulique, c'est une énergie que tu vas, en gros gravitationnelle de l'eau, que tu vas transformer en électricité, en énergie électrique. Hein, donc il y a une transformation de l'énergie. Dans le cas de la fusion nucléaire, tu as vraiment un rendement, ce qu'on appelle un rendement au-delà du seuil, d'un certain seuil, donc tu récupères plus d'énergie que ce que tu en as mis en input. Donc tu as potentiellement une source d'énergie illimitée. Et du coup, le coût de l'énergie, forcément, va être affecté. Le principe même du proof of work, c'est que l'énergie a un coût. Donc, je pense que l'histoire de la fusion nucléaire est paradoxalement plus, intellectuellement en tout cas, plus stimulante encore que l'ordinateur quantique. J'ai coupé mon micro, mais ok, très clair. Merci beaucoup Pierre pour ça. Bon, on a à peu près fait le tour des actualités et je savais qu'elles allaient être en fait un prétexte en fait pour qu'on puisse échanger sur plein de sujets passionnants. Mais on va revenir un peu en arrière maintenant, un peu beaucoup d'ailleurs en arrière, et on va s'intéresser un petit peu à toi. Notamment, je ne sais pas, sur ton enfance et les études que tu as faites, peut-être rapidement, pour qu'on pose un peu les bases de ta formation. Si tu peux nous dire pas quel âge tu as, enfin voilà. Alors, j'ai fait mes études, des études d'ingénieur, donc je fais des prépas au lycée Condorcet à Paris, et ensuite j'ai intégré Polytechnique, l'école Polytechnique à Palaiseau, et ensuite je me suis spécialisé dans les réseaux avec l'école qui s'appelle Subtélécom Paris, donc c'est ce qu'on appelle une école d'application après Polytechnique, où j'ai étudié les réseaux. À l'époque, on parle là
la fin des années 80. Hein, donc, donc c'était il y a bien longtemps. Ensuite, je suis parti après quelques années d'expérience où j'ai travaillé déjà sur j'étais ingénieur système dans le domaine de la télévision. Donc, un de mes premiers employeurs a été France Télévisions, qui à l'époque s'appelait pas comme ça, mais qui était déjà l'audiovisuel public. Et je suis parti assez rapidement aux États-Unis, en fait, pour faire des études complémentaires à Columbia, parce que je m'intéressais déjà à tout ce qui était un peu justement questions financières et monétaires. C'était des sujets qui m'intriguaient parce que en fait, tu travailles 8 heures par jour pour gagner de la monnaie, hein, et puis mais très peu de gens s'intéressent à ce que c'est que la monnaie et comment ça fonctionne. Donc, alors qu'ils travaillent 8 heures par jour pour en gagner. Donc c'était un sujet qui m'intéressait. Le marketing aussi, c'était la persuasion, la différence entre la persuasion et la manipulation, ça m'intéressait aussi. Donc je suis allé à Columbia University à New York faire un MBA. Et je suis resté du coup aux États-Unis dans les années 90 pour travailler. Là, j'ai rejoint un projet qui s'appelait DirecTV, qui était un projet de télévision à péage. Donc, on utilisait un des premiers projets, je dirais, avec une dimension grand public, qui utilisait la cryptographie, puisque une télévision à péage, tu t'en doutes, il faut crypter les images et il faut envoyer des droits d'accès qui sont même protégés par la cryptographie. Et donc, ça a été mon premier contact avec la cryptographie. On parle des années, tout début des années 90. Donc, c'est là où j'ai commencé à m'intéresser vraiment au sujet, à me documenter, à lire des livres comme celui de Bruce Schneier que j'évoquais tout à l'heure. Dans la fin des années 90, je suis rentré en Europe et j'ai retrouvé d'autres sujets connexes, hein, un peu les mêmes que ceux sur lesquels j'avais travaillé, des projets sur lesquels j'avais travaillé aux États-Unis. Donc, en l'occurrence, c'était des projets de télévision à péage en Europe, avec notamment le groupe Canal+. Donc, Canal+, Direct TV, et si tu veux bien, alors, dans l'ordre Direct TV aux États-Unis, ensuite Canal+ en France. Et justement, concrètement, comment l'industrie audiovisuelle et la télévision utilisent la crypto, genre, enfin, typiquement, à quel moment la cryptographie, elle a un enjeu dans ces industries-là? C'est pas quelque chose qui est évident. Au début des années 90, donc on a commencé à savoir numériser les images. Hein, je parle là de MPEG notamment, hein, qui a commencé à décoller parce c'est l'époque où on a commencé à faire des puces qui convertissaient la vidéo en numérique avec donc de la vidéo analogique. À l'époque, les captures étaient analogiques en numérique. Donc ça, c'était ce qui a permis à DirecTV d'émerger. Du coup, pour faire payer les gens, il fallait crypter les images parce que donc crypter les images, ça veut dire en fait un flux de clés qui est envoyé dans le système pour crypter l'image et qu'à l'autre bout, le décodeur puisse les décrypter s'il est autorisé. Donc le décodeur lui recevait des droits, eux aussi, qui sont des messages signés et cryptés, qui permet au décodeur donc de récupérer les clés qui vont lui permettre de décoder la télévision en question. Donc tout ça, c'est un processus assez simple de cryptage, décryptage, un peu comme tu peux utiliser avec PGP et le courrier électronique, hein, je dirais. Mais sauf que là, c'est un flux d'images, donc il y avait des problématiques particulières, notamment de rotation des clés, etc. Mais dans le principe, aujourd'hui, tous les systèmes informatiques utilisent la cryptographie, en fait, pas seulement la télévision, mais n'importe quel système informatique aujourd'hui doit être sécurisé. Il doit avoir comme sur une maison, il y a une porte avec une clé, hein, donc sur à peu près n'importe quel système, même un serveur web, même un blog, j'ai envie de dire, utilise la cryptographie, hein, ne serait-ce que pour le certificat. Hein. Le certificat, le petit cadenas qu'on voit dans le navigateur web, ça veut dire qu'effectivement, il y a une paire de clés qui est utilisée pour sécuriser le dialogue entre ton navigateur et le serveur qui détient le certificat. Une petite surprise pour toi, Pierre. J'ai mon ami Daniel Dalira, que tu connais certainement, oui. qui tenait absolument à te faire un petit coucou lors de ton passage dans l'émission. C'est donc, très on sympathique. va accueillir Daniel. Bonjour Daniel. Salut Pierre. Bon, pour information, Jérémy et moi, on discute tout le temps. Et quand il m'a dit que tu passais ce matin, je me suis dit, il faut que je vienne avec ma plus belle casquette. Donc déjà, je tenais à te dire,
t'en Je tenais à remercie, te dire une j'apprécie. chose. Merci pour ce que tu fais pour l'écosystème. Parce que franchement, Paymium, c'est quand même un bébé qu'on aime tous. Et je profite qu'on soit à Noël parce que en étant père littéraire, donc auteur comme toi, c'est pas toujours facile de parler de ces bébés. Vaut mieux que ce soit les autres qui parlent de leur. Donc je voulais vous parler de ça. Noël arrive bientôt. Et il y a quelque chose qu'on est toujours lié, c'est le temps et l'énergie. Et ton exemple sur le pain, ton exemple sur même l'énergie et l'amour. Voilà, lisez ce chapitre-là, je vous promets que vous allez en apprendre des choses. Pierre est un poète. Donc, pour Noël, très franchement, pensez à offrir ça si vous vous intéressez à ce qui est les liens avec l'énergie et la monnaie. Donc, c'est une petite pub gratos que je te fais, Pierre, parce que franchement, C'est très sympa. je l'ai échangé. Alors, par contre, il y a un problème. C'est une version que je n'ai pas dédicacée. Donc, à la prochaine fois qu'on se voit, il est impossible que ceci ne soit pas un NFT pour autant. D'accord? Il faut qu'on se voit bientôt. Il faut que tu me le rendes unique. Voilà. Donc, c'était juste pour te donner ce petit mot. Je reste en coulisses pour continuer à t'entendre et je t'embrasse. Et vraiment, merci encore pour tout ce que tu fais pour l'écosystème Merci à toi, français. Daniel. Je t'en prie. Ciao. Eh ben, c'est mignon. Je trouve ça génial. Non, Mais c'est cool. le rôle de Daniel aussi dans l'écosystème est très important. La formation, la pédagogie, c'est essentiel en fait pour l'adoption et la souveraineté individuelle, je dirais, en termes dans le monde numérique. Donc, ce que fait Alira et Daniel dans cette école, donc Alira, est super important aussi. Et il le fait bien. Complètement. Alors après, si j'ai bien compris, tu as rejoint Orange. Ouais, plus Là récemment, aussi, en fait, ouais, tout à fait. ouais. Quand j'ai décidé de basculer, Orange, ça a été la dernière grosse entreprise pour laquelle j'ai travaillé. Ceux qui nous écoutent, si vous êtes dans une petite entreprise, une entreprise à taille humaine, j'ai envie de dire, profitez-en parce que la grosse entreprise, personnellement, j'en ai fait le tour et je déconseillerais à quiconque a vraiment envie de s'éclater dans son travail de rester à l'écart, en fait, de la grosse entreprise qui est devenue complètement, à mon avis, assez cauchemardesque aujourd'hui. Et en tout cas, Orange, c'est pas une expérience professionnelle que je vais recommander, même si c'est une entreprise tout à fait respectable. En tout cas, ça me convenait pas forcément. Et donc, j'ai pris cette opportunité que je voyais Bitcoin en fait en 2011, si tu te souviens, il y a eu ce pic du cours en fait, le cours a Alors vraiment. avant de parler, avant si tu veux bien, OK, donc Orange en gros, ouais, on en retient, voilà, c'est pas ouf, OK. Alors, je m'occupais Après, de DRM. Alors aussi, il y avait un problème philosophique, si tu veux. Je m'occupais de DRM, c'est Digital Rights Management, c'est en gros le cryptage des contenus là aussi. Et je considérais que j'avais fait un peu le tour de ça, que c'était voilà, c'était un sujet que j'avais suffisamment, sur lequel j'avais suffisamment travaillé. J'avais envie de faire autre chose, et c'est là où je me suis mis à mon compte, je dirais. J'ai fondé Paymium à cette époque-là. alors d'abord, comment tu as entendu parler de Bitcoin pour la première fois? Question que Bah, je pose à tous mes invités, mais qui évidemment, pour la plupart et l'immense majorité, l'ont pas découvert en même temps que toi. Ouais, comment tu as découvert pour la première fois? Par hasard, sur internet, sur les alors, forums? Enfin, comment? non, alors absolument pas par hasard, parce qu'en fait, j'étais en mode veille sur la cryptographie et tous les sujets qui m'intéressaient. Je fais toujours de la veille, aujourd'hui encore, hein, mais à l'époque, encore sur fin 2008-2009, je faisais cette veille évidemment de manière encore très active. Et un truc comme Bitcoin était en fait quelque chose qui était attendu, qui avait été recherché, si tu veux, par plein de gens avant. Je t'ai cité Ripple, le projet Ripple, mais il y en a eu d'autres. Il y a eu BitGold, etc. Il y a eu David Chaum. Il y avait des gens qui faisaient un peu de Mmh. bruit autour de ces projets, de cette ambition de faire un réseau vraiment sans serveur central. En fait, c'était vraiment ça un peu une des frontières, une des découvertes qu'il fallait faire que personne n'avait réussi à faire. Hein. Il y avait toujours un serveur central dans les systèmes précédents, y compris celui de Weidai, qui était beaucoup plus confidentiel. Lui, par contre, Weidai, c'était assez vraiment pour On a les. John Gilmore, on a Eric Hughes, on a Ouais, alors Timothy Slimay. ça, c'est les cypherpunk et ces Ouais. groupes-là. Tu es C'était pas là-dedans du un tout peu mon. toi ou pas, à ce Non, non, moment-là? Non? c'était pas du tout Moi, je suis pas venu là par les cypherpunk, je dirais ni par la finance, ni par les cypherpunk. Je suis vraiment venu par la cryptographie et mon OK. intérêt pour les questions monétaires qui était né
que j'avais un peu depuis toujours, mais qui s'était vraiment développé à New York quand j'étais à Columbia Business School et que j'avais donc comme professeur des gens de Wall Street qui venaient nous expliquer les mécanismes de la dette et du dollar. Mmh. C'est vraiment à cette époque-là que j'ai formé cet intérêt. Et donc, c'est tout sauf par hasard que je suis tombé sur Bitcoin parce que c'était vraiment la chose, je dirais, incontournable pour quiconque s'intéressait à la fois à la cryptographie et aux questions monétaires. Et Mmh. donc, j'ai reçu effectivement le white paper très, très tôt par rapport à sa Alors parution. justement, 2 questions, qui va nous permettre de nous projeter un peu justement, à l'époque. D'abord, c'est ça, j'ai entendu dire par mon ami Benjamin du Crypto Daily que tu avais reçu, le white paper de Satoshi Nakamoto, disons en main propre ou en tout cas en peut-être en Non, mail propre, je pas, sais pas. non, Mais c'est tu pas l'as reçu vraiment main propre. directement de Satoshi ou est-ce que tu l'as trouvé sur le forum comme tout le monde? Ben voilà, je l'ai trouvé, Ouais. je l'ai pas reçu directement de Satoshi, bien entendu, et évidemment, je l'ai reçu comme tous ceux, comme je te disais, qui s'intéressaient à la question à l'époque, et qui s'en parlaient, etc., sur les forums, Ouais. et par mail, hein. Donc c'était assez naturel. Après, je l'ai toujours dit, hein, je me suis pas dit tout de suite, je vais y travailler, je vais y contribuer, parce que j'étais pas moi-même, par exemple, un spécialiste du langage C, hein. Il faut, en fait, pour être actif dès le départ sur Bitcoin, il fallait être conversant en langage C, puisque c'était le code de Bitcoin à l'époque. Donc sans une expertise assez pointue sur le langage C, tu pouvais pas faire grand-chose au niveau codage. Donc tout ce que tu pouvais faire, c'était suivre le projet, t'intéresser au projet. Par contre, la lecture du paper était juste magique parce que c'est un paper, un papier d'une concision incroyable où chaque mot est choisi. Ouais. C'est vrai, moi qui je suis bilingue anglais-français, et j'aime bien la belle langue anglaise, je lis beaucoup en anglais. Et le papier de Satoshi est un modèle du genre. Mais ce que tu dis est intéressant parce que quand on voit aujourd'hui, quand on entend white paper, on entend toujours un document d'une soixantaine de pages, Non, c'est hyper. 8 pages. C'est 8 pages. Non, mais je parle pas de celui de Satoshi, Ah je oui, parle oui, des oui. white papers Bah, des celui d'Ethereum, crypto-monnaies, par exemple, c'était ouais, 60 pages. Ethereum, mais aussi C'était même. totalement digeste. Alors, celui d'Ethereum, je Ouais. l'ai lu aussi à sa sortie, hein, on parle là de 2014, et je l'ai trouvé totalement indigeste. Je l'ai trouvé. Il commençait en gros par dire Bitcoin est cassé, on va le réparer. Enfin, je fais court, hein, mais les premières lignes, c'était ça. Donc, j'ai envie de dire, j'ai presque arrêté de lire à ce moment-là parce que je dis, s'il Ouais. part comme ça, c'est mal parti. Et toute la suite m'a confirmé cette mauvaise impression. Mais déjà, le fait de faire 60 pages avec beaucoup de circonvolutions mathématiques, etc. Voilà, la complexité est l'ennemi de la sécurité, hein, c'est ce qu'on dit en crypto, en sécurité informatique. Attends, il faut que je la note celle-là, il faut La que je la note. complexité est l'ennemi de la sécurité, c'est-à-dire que si tu peux faire simple, il faut vraiment rester simple dans ce que tu fais. Et c'est toute la force de Bitcoin, en fait, c'est la simplicité De aussi du protocole. 2e question sur cette époque aussi, ensuite on va avancer un petit peu bien sûr. Jean-Jacques Kiskater est une personne que nous aimons beaucoup dans l'émission. Il est venu 3 fois et à chaque fois pour des masterclass mais inattendues, et d'ailleurs pour ne rien te cacher, je lui ai proposé ce matin de venir, te faire un petit coucou. Malheureusement, il est en ce moment, il fait une conférence en fait à La Défense et donc il ne pourra pas, mais il aurait adoré. Et donc, est-ce que là aussi, lui aussi est un grand cryptographe européen, je crois qu'il est belge. Est-ce que tu le côtoyais à l'époque? Est-ce que vous avez échangé à cette époque-là? Et est-ce Pas que du tout. depuis, non, pas du tout? Alors, Ok. il était connu, hein, attention, il était connu, mais lui, c'était un cryptographe, donc ça faisait partie, si tu veux, des gens, effectivement, qui ont une notoriété dans la cryptographie. Encore une fois, moi, je me prétends pas cryptographe au sens cryptographe professionnel comme Kuskater, monsieur Kuskater. Par contre, ça fait des gens que effectivement j'aurais pu lire ses papiers. Il se trouve que lui, je l'avais pas spécialement lu. J'écoutais beaucoup d'Américains, je lisais beaucoup en anglais, effectivement, à l'époque. Je pense à Dan Kaminsky et des gens comme ça, Bruce Schneier, que j'ai cité. Des gens peut-être moins connus en Europe. Monsieur Kuskater, c'était plutôt un Européen de Louvain, il me semble, de mémoire, Oui, absolument. mais certainement très brillant, mais j'avais pas plus de, j'avais pas plus. D'ailleurs, bon, entre nous, il était co-auteur hein, d'un papier qui est cité par Satoshi, mais Il est cité dans le white voilà. paper, absolument. Ouais. En tout cas, à l'époque et après l'apparition du white paper, il n'a pas été spécialement actif, il me semble. On l'a pas vu se lever pour dire ouais, c'est génial, etc. Tu vois, c'était
c'était pas une avis immédiate. Mais en tout cas, je serais ravi, évidemment, d'échanger avec lui, qui est effectivement une figure respectée et éminente de la Ouais. crypto. Ok, très cool. Je pense qu'il repassera dans l'émission dans les prochaines semaines parce que c'est intéressant. Il est venu il y a environ un an maintenant, et c'est vrai qu'entre-temps, les choses elles sont tellement évoluées au niveau politique, géopolitique, use case, même financier. Je pense que ce serait intéressant d'avoir son avis d'OG. Hein. Vous en êtes quelques-uns, et c'est vrai que quand on a la chance de pouvoir les recevoir, évidemment, on s'en prive pas. Nous, on est arrivé évidemment beaucoup plus tard, hein, mais c'est toujours bien de revenir un peu aux fondamentaux. Alors, parlons un peu de Paymium, si tu veux bien. Alors la phrase qu'on voit partout, c'est le premier exchange Bitcoin jamais créé au monde, toujours en activité. Hein. Bon, alors évidemment, là pour la miniature, j'ai retiré, j'ai évité beaucoup plus ça. Est-ce que tu peux nous raconter un peu la création de Paymium? À l'époque, est-ce qu'il y a déjà des choses qui aujourd'hui sont plus en activité par définition, et à quel moment tu te dis, tiens, il faut qu'il y ait un acteur français qui décide de ça? Voilà, vraiment, replonge-nous un petit peu sans anachronisme si possible, vraiment à l'époque quand tu crées Paymium. Alors écoute, effectivement, comme tu le disais, je me suis intéressé à Bitcoin très tôt. Du coup, en 2010-2011, ce qu'on pouvait constater, c'est qu'il était relativement difficile de s'en procurer, hein, puisque, en gros, en 2010, c'était les débuts d'une plateforme d'échange qui s'appelait MTGOX, que tout le monde connaît maintenant, mais qui émergeait. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était pas quelque chose qui était très comment dire, qui inspirait confiance, hein, parce que c'était basé donc au Japon, et c'était un compte bancaire, je sais plus, là aussi dans une juridiction un peu un paradis fiscal, donc il fallait envoyer de l'argent sur un compte bancaire, d'ailleurs, qui est une société un peu totalement inconnue. Donc tout ça n'était pas très rassurant, et effectivement, il y avait un besoin qu'il y ait davantage d'exchange que MTGOX. Quand tu n'as qu'un seul exchange, c'est effectivement assez problématique quand même, ne serait-ce que pour avoir une cotation, hein, puisque tu peux te demander si le prix est un vrai prix, etc. Donc le besoin d'un exchange était assez évident dans les années 2010-2011. Et il se trouve qu'en 2010-2011, il y a donc une base de code qui a été développée, qui a même été open sourcée, à la demande d'un monsieur qui s'appelait Jeff Garzik, qui est une figure dans les OG de Bitcoin, qui avait mis, je crois, 5000 Bitcoins, une prime de 5000 Bitcoins pour open sourcer le code d'un exchange, tant il était conscient lui aussi du problème que posait un seul exchange comme MTGOX. Donc du coup, quand j'ai décidé, comme je te disais, de quitter Orange et de me mettre à mon compte, faire un exchange était quelque chose d'assez évident. Donc j'ai fondé une société avec mon associé de l'époque, Gonzague Granval, qui s'appelle donc Paymium, qui initialement d'ailleurs, pas pour s'occuper de Bitcoin, parce que Gonzague ne connaissait pas Bitcoin, et j'ai mis 6 mois à le convaincre que c'était une technologie d'avenir. Mais initialement, il est venu, on l'a fait parce qu'il avait un brevet sur un processus de sécurisation des transactions carte bancaire. Bon, il s'est avéré que ce brevet était difficilement exploitable, donc au bout de 6 mois, on a pivoté, et donc courant 2011, on a pivoté sur Bitcoin, parce que comme je te disais, j'avais réussi à le convaincre que c'était vraiment la technologie d'avenir dans le domaine des paiements, et du coup, on a démarré Paymium à ce moment-là. Ok, excellent. Et alors, comment ça se passe au début? Comment vous attirez des gens chez vous, peut-être plutôt que MTGOX, justement? Et c'est quoi vos forces, enfin vos avantages, entre guillemets, en disant voilà, vos différences par rapport aux solutions existantes à l'époque? Alors à l'époque, comme je te disais, l'avantage c'était qu'on avait un compte bancaire en France, donc c'était un peu plus rassurant peut-être que d'envoyer son argent à Singapour ou je sais pas où, à Hong Kong. Alors d'ailleurs, on a démarré, je crois que la plateforme a démarré avec un compte bancaire à Hong Kong. Donc rapidement, on a utilisé un compte bancaire français. Et alors, on est tombé sur un autre problème qui était que les banques françaises fermaient les comptes. Le problème n'est pas forcément résolu aujourd'hui, puisque c'est encore impossible aujourd'hui pour un business crypto-monnaie d'ouvrir un compte dans une entreprise, dans une banque française. Il faut le savoir. Ceux qui nous écoutent doivent savoir que les banques françaises censurent les business crypto-monnaies encore aujourd'hui en 2024. Donc on est effectivement dans des banques
décision française, mais au moins européenne, ce qui est peut-être un peu plus rassurant pour des clients, enfin dans la zone euro, ce qui est un peu plus rassurant pour des gens qui veulent convertir des euros. J'entends un bruit un peu parasite, là, je ne sais pas si... Je vais couper mon micro pendant que C'est tu parles, autant pour moi. d'accord. Voilà, donc c'était la motivation. Après, les éléments différenciants pour un exchange, ils peuvent être de plein de... Je pense que le principal, c'est effectivement la localisation, savoir à qui on a affaire, à quelle équipe. Je pense qu'on est une équipe de confiance, on l'a prouvé puisqu'on est là depuis 2011. Il y a effectivement des équipes relativement récentes qui arrivent. Je pense tout le monde se souvient de FTX, avec quelqu'un qui sortait un peu de nulle part, qui s'est lancé, qui a grossi très très rapidement. Pour moi, c'était un peu suspect, parce qu'on connaît les difficultés. Donc, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est qu'il y a quelque chose. Donc, effectivement, il y avait quelque chose. Je pense que voilà, on offre une plateforme fiable et réglementée au sens qu'elle ne va pas être fermée par les autorités. Donc ça, c'est de nature à rassurer les clients. C'est ça l'élément différenciant, parce qu'après, objectivement, on fait tous la même chose, c'est mettre en relation des acheteurs et des vendeurs. Ouais, donc peut-être rappeler un peu la différence entre un broker et un exchange, aussi pour Oui, vous positionner par c'est rapport ça. à d'autres Alors, acteurs. effectivement, alors on est les deux. En fait, nous, on fait aussi broker. On est aussi un broker comme beaucoup de sociétés. Mais on est aussi un exchange. Un exchange, c'est donc un peu différent parce que le broker, il vend ses coins et il achète des coins pour son compte. Ce sont ses propres coins. Tandis que l'exchange, comme Paymium, il met en relation un acheteur et un vendeur. Donc, à aucun moment, Paymium n'est propriétaire des coins. Donc, c'est une différence peut-être un peu subtile, mais elle est fondamentale parce que ça veut dire que c'est là où se forme le prix, en fait, parce qu'on met en relation un acheteur et un vendeur. Le broker, il se base sur le prix qu'il voit sur les exchanges pour acheter et vendre. Sinon, il n'y a pas de référence de prix. Donc, c'est ce qu'on appelle parfois dans le jargon une infrastructure de marché. Une infrastructure de marché, en fait, c'est une bourse. C'est un peu comme Euronext ou le Nasdaq, que tout le monde connaît pour les marchés actions. Donc, nous, on est l'équivalent pour le Bitcoin sur le marché Bitcoin-Euro, pour convertir des Bitcoins en euros. Alors, on n'est pas les seuls, il y a plusieurs exchanges, il y a des petites différences de prix, mais globalement, c'est parce qu'il y a tous ces prix-là sur les exchanges que tu as ce prix moyen que tu vois affiché par les applications. Il y a beaucoup d'applications qui proposent un prix qui en fait est fondé sur une moyenne des prix observés sur les exchanges. Donc c'est ça ce qui différencie Paymium d'un broker, c'est qu'on est nous-mêmes, on fait partie de la formation du prix. Alors justement, c'est intéressant, vous avez récemment recruté, petit bond en avant, Alexandre Statchenko. À chaque fois, j'ai peur d'écorcher le nom, qui fait pas mal d'interventions, notamment dans des podcasts, et dont un récemment que j'ai écouté avec attention, avec Théo Mogenet, qui vient aussi souvent dans l'émission et qu'on aime beaucoup. Et il parlait justement de l'intérêt en termes de souveraineté qu'en France, il y ait au moins un échange sur lequel se définit le prix, ce que tu disais juste avant. Cet enjeu patriotique, voire souverainiste, ça dépend quel côté on se place. Mais localiste. Alors, moi, localiste. j'appelle ça du localisme. Ok, ça me va. Localisme, si tu veux, c'est le contraire du mondialisme, c'est-à-dire le localisme, ça veut dire que si tu veux être résilient, il ne faut pas être dépendant de quelqu'un qui est à l'autre bout du monde et qui peut te déréférencer du jour au lendemain ou couper les vivres. Bon, c'est une question qui est venue à faveur du Covid. On s'est aperçu qu'on était dépendant en fait pour plein de biens et de biens. En fait, les services, c'est toujours local, mais les biens peuvent venir de l'autre bout du monde. Et dans certains cas, ça peut être problématique. Là, en l'occurrence, c'est ce que j'appelais donc une infrastructure de marché. Effectivement, si toutes les infrastructures de marché sont ailleurs, ça veut dire globalement que tu commences à devenir un pays du tiers-monde, en fait, puisque s'il n'y a pas d'infrastructure, quelle est la différence entre un pays développé et un pays développé? C'est les infrastructures. Donc, effectivement, c'est un choix politique. Et moi, voilà, la monnaie, c'est politique, on ne va pas se mentir. Le protocole de création monétaire a une dimension politique, soyons clairs, entre l'euro et Bitcoin, il y a une notion de liberté dans Bitcoin liée à la décentralisation qui n'existe pas avec l'euro. Donc dans cette logique-là, il faut effectivement qu'il y ait des exchanges un peu partout, de manière à ce que le système soit plus résilient, le système de formation du prix dont je parlais. S'il y avait un ou deux exchanges dans le monde, ça voudrait dire qu'il pourrait être la cible d'une attaque par des régulateurs, notamment là où ils sont installés, changement de gouvernement ou je ne sais pas quoi. Donc ça rendrait le système beaucoup plus fragile. Donc c'est important
pour la résilience de Bitcoin aussi, qui est des infrastructures de marché un peu partout dans le monde, de sorte que s'il y en a une qui disparaît, enfin qui est amenée à être fermée par un changement de gouvernement autoritaire, par exemple, je ne vois pas d'autres scénarios. Dans ce cas, comme la Corée du Nord, hein, un scénario à la Corée du Nord, mais donc c'est important. Donc c'est effectivement une démarche un peu politique, mais comme je le souligne à chaque fois, il y a une dimension politique au fait même de la monnaie. C'est un fait technologique, la monnaie, mais c'est aussi un fait politique. Et en termes de prise de conscience de vos utilisateurs, alors vous avez peut-être l'un des des retours d'expérience les plus complets, hein, de l'industrie, puisque vous êtes là encore une fois depuis 2011. Comment a évolué justement les besoins des utilisateurs? Intuitivement, on aurait tendance à se dire qu'au début, de toute façon, il y avait que Bitcoin. Après, il y a eu tout le reste. Et puis là, depuis quelques mois, notamment évidemment avec ce qui se passe aux États-Unis, etc., il y a peut-être une prise de conscience qui satisfait les Bitcoins maximalistes, ou au moins les bitcoiners voilà, qui pensent que c'est la seule et unique ou à tout le moins la meilleure. Comment vous le voyez au niveau de vos utilisateurs? Est-ce que vous voyez arriver sur l'exchange des nouvelles personnes qui finalement ne veulent entendre parler que de rien d'autre que de Bitcoin parce que Trump parle de Bitcoin et de rien d'autre, parce qu'il y a plein de pays qui pensent à Bitcoin en tant que réserve de valeur ou même en tant que monnaie en cours légal et on parle que de Bitcoin au niveau vraiment des institutionnels, à part avec l'ETF, ETH, qui est peut-être le seul un peu, la seule un peu crypto institutionnalisée depuis, avec Solana aussi, mais plus récemment et de façon plus conscrite au Brésil. Mais voilà, comment vous avez vu les choses peut-être évoluer depuis 2011? Est-ce que c'est comme je dis intuitivement ou pas du tout? Vous voyez les choses complètement différemment? Alors effectivement, le paysage a beaucoup évolué depuis 2011, surtout sur le plan de la régulation. Si tu veux, ce qui change, en fait, tous les ans, c'est l'environnement réglementaire et plutôt dans le sens d'avoir de plus en plus de contraintes, mais des contraintes qui se traduisent par des développements informatiques et des personnels, hein. Donc effectivement, on a un environnement qui est changeant. Il est changeant aussi sur le plan technologique, hein, puisqu'il y a des attentes. Je pense notamment à Lightning, on avait eu évidemment Segwit et tout ce qui est. Chaque année, en fait, il y a des évolutions technologiques. Aujourd'hui, évidemment, hein, comme tu le soulignes, le souhait, c'est d'être multi-crypto, puisqu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent au-delà de Bitcoin et d'Ethereum à ce que j'appelle moi les shitcoins. Mais c'est pas péjoratif, c'est juste ma position et mon opinion, mais c'est qu'une opinion. Mais donc on se doit de proposer davantage que Bitcoin et c'est ce qu'on fait aujourd'hui en tant que broker en tout cas. Pour la formation du prix, comme je l'ai dit, on se focalise sur Bitcoin Euro pour le moment, mais ça va d'ailleurs changer. On va sans doute élargir à d'autres paires, notamment autour d'Ethereum. Alors, donc, on ne dit pas d'ailleurs que Bitcoin est le meilleur choix. On dit simplement que c'est la monnaie la plus décentralisée, ce qui reste vrai aujourd'hui. Personne ne peut démontrer le contraire. C'est celle qui, dans le spectre de la décentralisation, est la plus décentralisée. Ce spectre allant de Bitcoin à l'euro. Et entre les deux, il y a plein d'intermédiaires, dont Ethereum et je dirais tous les coins à proof of stake. Donc, comme réserve de valeur aussi, je recommande fortement Bitcoin parce que Ethereum peut paraître quelque chose de très solide aussi, mais il faut savoir que la quantité d'Ether n'est pas capée. Donc, ceux qui nous écoutent comprennent facilement que quand tu as une quantité de monnaie qui est capée à 21 millions, comme dans Bitcoin, et une autre qui ne l'est pas, si tu cherches une réserve de valeur, tu as plutôt intérêt à être sur Bitcoin. Et par contre, ceux qui cherchent à faire un coup, c'est-à-dire un quick win, effectivement, pour faire un x10 sur une crypto-monnaie, ça, c'est un autre métier. Ça a été le miel de FTX, c'est le miel de certains influenceurs sur Internet. Nous, on préfère rester à l'écart de ça parce qu'on considère qu'il n'y a pas de raison en fait qu'un coin qui arrive fasse x10, sauf s'il amène quelque chose de tellement remarquable mais à ce moment-là, tout le monde le saura et nous, on sera les premiers à dire c'est remarquable. Il y a une invention là qui est géniale, exactement comme on l'a fait pour Bitcoin. Je ne vois pas pourquoi on ne le dirait pas si ça arrive. Du coup, si on ne le dit pas, je dis à ceux qui nous écoutent, mais méfiez-vous, quoi. C'est que si on ne le dit pas, c'est peut-être que c'est pas parce qu'on est Bitcoin maximaliste, c'est pas du tout ça. Nous, encore une fois, moi, je suis intéressé par la décentralisation et l'aspect réserve de valeur du Bitcoin, mais on n'est pas maximaliste au sens que s'il y avait une invention géniale qui arrive sur un coin, on ne dirait pas allez-y, il résout un problème et que tout le monde attendait de devoir résoudre et donc il va faire x10, x20 de manière durable. Si c'est x10, x20 de manière temporaire,
Il faut faire attention aux scams, ce qu'on appelle le rug pull, hein, c'est-à-dire les fondateurs qui vendent au plus haut et puis les backers, hein, donc ceux qui ont acheté pour faire x10 x20 qui perdent leur capital. Donc la perte en capital, c'est quelque chose qui peut arriver sur les shitcoins. C'est pour ça que nous, on veut des clients heureux. On ne veut pas créer de fausses attentes. Et je pense que si les clients premium sont des gens qui adhèrent à peu près à ce que je viens de dire. Ils ont compris certains fondamentaux. Et c'est cette clientèle-là qu'on cherche à servir. Ok. Très clair. Parlons un peu réglementation, si tu veux bien. Alors aujourd'hui, Premium et PSAN, bien sûr, mais surtout, vous avez vu les choses évoluer. Moi, je l'ai vu évoluer de 2017 à aujourd'hui. Avant, on va dire que certains disaient que c'était un peu le Far West. Aujourd'hui, au contraire, on est devenu, on est sur une réglementation qui est de plus en plus claire, mais pour certains, évidemment, qui est trop dure et qui freine l'innovation. C'est un peu ce qu'on entend en général. Sauf que certains sont pas d'accord, disent qu'au contraire, je recevais Claire Balvaille récemment qui nous disait la réglementation, ça peut peut-être freiner des acteurs peut-être petits, ça c'est vrai, mais par contre ça va permettre quand même de sécuriser un petit peu l'écosystème et qu'il y a aussi des opportunités à prendre dans une régulation très claire. Moi voilà, donc il y a plusieurs avis qui se mélangent. J'aimerais savoir toi ton avis, toi qui as vu évoluer la réglementation depuis la loi Pacte, encore avant, depuis avec MiCA. Voilà, c'est quoi ton avis sur cette évolution et comment tu vois justement les prochains mois à venir, parce que c'est compliqué, je crois, de se projeter à plusieurs années aujourd'hui. Oui, je pense qu'il y a des sujets comme ça, comme on parlait l'immigration et la réglementation, c'est pareil, c'est un problème de flux et de quantité en fait. C'est-à-dire qu'un peu d'immigration, un peu de réglementation, c'est sans doute très bien et personne ne sera contre ça. Ou je compare ça parfois aux limites de vitesse sur les routes. Hein. C'est pareil, on peut débattre à l'infini effectivement, mais à un moment, si tu limites trop la vitesse ou si tu la laisses s'il n'y a pas de limite de vitesse, effectivement, c'est problématique. Je pense que sur ces sujets, c'est pareil, c'est une question de dosage. Et le problème qu'on a en France, c'est qu'en France, effectivement, on a tendance à surinterpréter les directives européennes et à créer davantage de régulation encore que dans le reste de l'Europe, qui est déjà beaucoup plus réglementé que l'Amérique ou l'Asie. Donc ça peut être problématique quand même. L'excès de régulation est problématique. Le minimum de régulation est souhaitable par tout le monde. Là, je rejoins Claire Belva. Mais en ce qui concerne la situation actuelle, on peut dire qu'il y a quand même un danger de surréglementation. Je pense notamment, si tu te souviens, à des gens qui disaient qu'il fallait identifier les adresses, comme que les gens déclarent que l'adresse Bitcoin qu'ils utilisent leur appartient, etc. Ça va être l'objet, si tu veux rester avec nous, Ouais, ce sera avec plaisir. Ça va être l'objet de la chronique de tout à l'heure sur la Travel Rule Crypto, où c'est ça. effectivement, on devra identifier justement l'origine et la provenance des cryptos dès lors qu'on passe par un prestataire agréé, enfin enregistré. Voilà. Agréé. Alors, nous, de toute façon, on est conforme. On va évidemment se plier à ces réglementations. Je mets simplement en garde si parmi ceux qui nous écoutent, il y a des régulateurs ou des fonctionnaires qui sont en charge de ces questions-là, je les mets en garde contre un excès de réglementation. Je pense qu'en Europe, on est plutôt dans cette logique-là parce que j'entends le gouverneur de la Banque de France dire aux États-Unis qu'ils doivent réguler davantage, qu'ils doivent bien faire rigoler les Américains d'ailleurs, qu'un Européen donne des leçons sur ce terrain-là, parce qu'ils sont bien conscients que la surréglementation en Europe favorise le développement des entreprises numériques américaines. Je pense à l'IA aussi. Hein. Sur l'IA, on entend déjà des gens en Europe vouloir réglementer l'IA, alors qu'il n'y a aucun acteur majeur en Europe et qui sont tous aux États-Unis et évidemment non réglementés aux États-Unis. Donc, encore une fois, je dis souvent les crypto-monnaies et Bitcoin en particulier, c'est une forme d'intelligence artificielle, puisqu'en fait, on a automatisé une tâche qui est celle de tenir la banque. Donc, c'est une forme d'intelligence artificielle hyper spécialisée, hyper simple, mais ça reste c'est du même acabit. Ça relève de l'automatisation par une intelligence artificielle, par un algorithme, hein, comme on dit souvent. Donc, voilà, c'est un peu la même démarche de surréglementation. Attention à ça, on réglemente beaucoup le travail humain, on veut réglementer maintenant le travail des machines. Voilà, c'est à chaque fois, là encore, ce serait bien si on était isolé dans un bocal, mais on est dans une économie interconnectée.
surtout dans le numérique. Donc, c'est comme sur les questions climatiques, on peut être les plus vertueux du monde, mais on représente 1% de la population mondiale, donc ça va être compliqué. L'exemple ne marchera pas. Hein. Ce n'est pas l'exemple de la régulation qui va faire que les autres pays vont se réguler. Ça, au contraire, ils regardent ce qui se passe et ils voient bien que les champions sont américains, c'est-à-dire le pays moins régulé et, dans le numérique, et que la surréglementation en Europe, ça fait qu'il n'y a que des nains en fait en Europe hein, dans le domaine numérique. C'est fou moi je compare ça à de l'impérialisme un peu, tu vois? Genre on prétend être, un peu meilleur, que les autres avec notre droit, ou en l'occurrence avec notre prise de conscience écologique, hein, par analogie, et on estime que, parce qu'on est dans le camp du «bien» entre guillemets et bien d'autres vont, nous, copier. Alors certains font un impérialisme, guerrier, où ils vont imposer, hein, leur façon de voir les choses et nous on plutôt, un impérialisme moral en fait. Mais le résultat, je suis assez d'accord avec toi, c'est qu'en fait, il est complètement contre-productif, puisque soit on a nos cerveaux qui partent, parce que soit on est mieux payé, soit parce que la réglementation est plus souple, soit parce que les opportunités sont plus intéressantes. Alors c'est dommage parce que l'Europe, c'est quand même le premier marché mondial en termes de consommation. On a plus de 500 millions d'Européens, un peu plus. Aux États-Unis, par exemple, c'est 330. Donc pour le coup, c'est vrai que c'est un peu con. Mais bon, malheureusement, on peut à notre niveau que déplorer. Tu as raison, il y a une fuite des cerveaux. Tu as raison, les régulateurs Ouais. souvent oublient ça, mais il y a une fuite des cerveaux. Tout le monde sait que le principal, le responsable IA de chez Meta, enfin chez Facebook, c'est en français, enfin, pour prendre un exemple. Mais le régulateur sous-estime, je pense, aussi ce phénomène-là, qui est un phénomène en fait d'appauvrissement. Hein. C'est-à-dire qu'en fait, on s'appauvrit à chaque fois que effectivement des champions numériques émergent ailleurs. On est vassalisé en fait, hein, et on est vassalisé par les GAFAM aujourd'hui dans le domaine numérique. Et tout semble fait aujourd'hui pour qu'on soit vassalisé aussi sur Bitcoin. Je pense que l'Europe, de toute façon, à Bruxelles, est un nid à lobbyistes, hein, et qu'effectivement, dans ces lobbyistes, il y a aussi des lobbyistes évidemment américains qui font très bien leur travail. Je les félicite, les lobbyistes américains, parce qu'effectivement, ils arrivent à faire que l'Europe soit hyper régulée, et c'est ce qu'ils souhaitent, puisque effectivement, ça va empêcher des concurrents européens d'émerger, et c'est exactement ce qu'ils souhaitent. Donc, bravo à eux, mais c'est le problème de Bruxelles, enfin de l'Europe d'une manière générale, c'est qu'on a créé une bureaucratie assez puissante au début, et que le problème, c'est qu'après, il n'y a plus de frein à l'augmentation de cette puissance, en fait. C'est-à-dire que la bureaucratie accumule des pouvoirs, et aujourd'hui, on est effectivement dirigé par des bureaucrates qui ont de plus en plus de pouvoir à Bruxelles, et le bureaucrate règne par la réglementation, en fait, puisqu'il ne produit rien. Les Américains sont très conscients des inconvénients de Washington. Ils savent qu'il faut un État fédéral, il faut un président, ça ils en sont conscients. Mais par contre, ils sont très critiques vis-à-vis de Washington aussi. Je pense qu'on est critique en Europe vis-à-vis de Bruxelles, sauf qu'il n'y a pas d'État fédéral en face. Il y a juste une mosaïque d'États qui sont en concurrence les uns avec les autres. C'est ça qu'on oublie en fait. C'est-à-dire qu'en fait, nous, on a un Washington sans contre-pouvoir. Hein, et ça, les Américains, ils l'ont bien compris, puisqu'ils savent à quel point les États américains sont un contre-pouvoir à Washington. Mais à Bruxelles, il n'y a pas de contre-pouvoir. Il n'y a qu'une mosaïque d'États plus faibles les uns que les autres qui font En fait, ils font même, c'est pire que ça, ils font de la surenchère pour se faire bien voir de Bruxelles. Donc c'est Pas ça qui tous, aboutit à hein. la situation actuelle. La France particulièrement, mais l'Allemagne, par exemple, sait quand même défendre ses intérêts. Oui, la France, nous, on a un président qui pense qu'il va se faire bien voir. Il vise une carrière au niveau européen, je pense, et il veut être le successeur de Van der Leyen, et donc il fait tout pour se faire bien voir par ceux qui vont le nommer à la succession de Van der Leyen. C'est ça le problème aussi qu'on a, c'est qu'on a affaire à un arriviste, mais ça, c'est un problème de casting. Mais au-delà du problème de casting, il y a ce problème fondamental de créer une bureaucratie sans contre-pouvoir. Et c'est exactement ce qui s'est passé à Bruxelles. Alors, si on en revient un peu à Pemium, effectivement, aujourd'hui, tu disais qu'on avait des nains. On a quelques acteurs français, des brokers, on en a quelques-uns. On a CoinHouse, on a Descoin, on a un exchange avec Pemium. Mais c'est vrai que pour le coup, à côté de ça, on a des mastodontes, certains européens, Bitpanda qui est autrichien, et puis on a surtout des mastodontes américains où
on saurait pas trop les situer sur la carte, hein, comme Binance, mais on a aussi Crypto.com, on a Bitstamp qui maintenant est passé sous giron américain racheté par Robinhood. On a évidemment d'autres comme Kraken et tout ça. Comment Paymium, c'est quoi votre stratégie? Alors évidemment, sans tout nous dévoiler, mais sur quels axes vous allez essayer de travailler donc en 2025? Et là, on se projette un petit peu justement sur la stratégie. Est-ce que on va se focus sur Bitcoin parce que mieux vaut être peut-être très bon sur une chose que peut-être un peu moins bon sur plein d'autres choses. Et puis, en termes vraiment de parcours utilisateur, de marketing d'adoption, de rétention, on sait notamment que des exchanges, par exemple, qui proposent des fonctionnalités très limitées, ont du mal à retenir les utilisateurs qui, à un moment donné, ils en veulent toujours un peu plus, tu vois, plus de coins, plus de fonctionnalités, etc. Et là, finalement, autant vous pouvez onboarder quelqu'un qui veut quelque chose de limité, mais demain, quand il va découvrir tout ce qui existe en matière de finances décentralisées, de trading, de crypto-monnaie, de meme coin, etc., là, il va se dire, Paymium est peut-être plus suffisant. Et là, il va dans ce cas-là aller ailleurs. Et ça, c'est un problème que rencontrent et qu'ont rencontré de nombreux acteurs. Donc, c'est quoi un peu votre stratégie pour attirer, retenir et engager vos utilisateurs dans les mois à venir? Alors, d'abord, nous, personnellement, j'ai aucun problème à ce que les gens aient plusieurs comptes sur plusieurs exchanges. Je pense que, j'ai envie de dire, je recommanderais presque aux utilisateurs de manière générale de même que d'avoir deux comptes bancaires. C'est une sécurité parce que tu peux te faire, comment dire, fermer ton compte par une banque. Et si on te ferme ton compte, c'est très embêtant si tu n'en as pas un deuxième sous le coude. Donc, avoir plusieurs comptes, c'est plutôt une bonne idée. Et le compte Paymium, ce sera vraiment le compte de long terme, le compte où on va interagir dans le domaine des paiements, parce que on est spécialisé donc sur l'euro et on est compliant, on est conforme à la réglementation concernant l'euro. Donc, c'est ça notre motto, c'est d'être conforme à la réglementation pour que nos clients aient une base arrière stable pour leur crypto, en tout cas tout ce qui est Bitcoin, Ethereum. Et quelques tokens choisis. Effectivement, on considère que tous les tokens n'ont pas leur place dans nos listings. Mais ça n'empêche pas d'aller sur des plateformes qui proposent énormément de coins. Il faut savoir qu'à ce moment-là, les frais vont être relativement élevés. La sécurité va être plus ou moins approximative. Et encore une fois, les espoirs de gain, il ne faut pas perdre les problèmes de risque de perte en capital. Donc, quand il y a beaucoup, quand tu fais ce qu'on appellerait dans les marchés actions du boursicotage. Donc, effectivement, notre positionnement ne sera pas le boursicotage. Notre positionnement, c'est vraiment de donner le meilleur accès à Bitcoin et Ethereum et quelques tokens bien choisis. C'est ça notre positionnement. Donc, la sécurité, la simplicité aussi. Les plateformes la finance décentralisée dont tu parles, etc. En fait, c'est une niche pour des gens un peu geeks, un peu experts. Mais nous, on vise le grand public. On vise vraiment une adoption de masse avec le grand public et les grandes entreprises qui n'ont pas le temps, là aussi, de boursicoter. Donc, elles vont chercher plutôt un placement de diversification de leur trésorerie, par exemple. Un peu toute entreprise devrait regarder ce que fait MicroStrategy et sans doute placer une partie de sa trésorerie, nous on dit au moins 5% de sa trésorerie en Bitcoin, puisque 5%, c'est le fond de tarte qui bouge jamais, donc autant profiter de l'upside qu'offre Bitcoin. Mais là, on est sur du long terme, sur du 3-4 ans, un horizon de 3-4 ans. On n'est pas effectivement sur des allers-retours dans la journée. Ça, c'est pas quelque chose qu'on recommande à nos clients, donc c'est pas quelque chose qu'on a envie de faire en fait chez Paymium. Voilà. Ok, très Même clair. s'il y a des traders qui ont des bots et qui utilisent notre API. Évidemment que ceux-là peuvent apprécier Paymium pour les possibilités, notamment peut-être qu'ils trouvent d'arbitrage entre différentes plateformes, puisqu'ils cherchent eux des rendements sur de l'arbitrage. Voilà, donc on vise le grand public au sens large, les entreprises qui ont de la trésorerie et les traders professionnels qui se branchent sur notre API. Voilà, c'est ça notre cible. C'est pas effectivement les gens qui boursicotent sur les shitcoins. Vous avez récemment, quand je dis récemment, je crois que c'est hier, vous avez lancé le plan d'épargne en Bitcoin pour les enfants.
Donc là, clairement, orienté retail. Concrètement, comment ça fonctionne? Est-ce que c'est à la manière d'une assurance vie où en fait le souscripteur est le parent et le bénéficiaire est l'enfant? Donc là, on va se rentrer dans des produits financiers plus traditionnels. Est-ce qu'on peut faire ça aujourd'hui avec Bitcoin sur Premium? Et puis, deuxièmement, une deuxième question sur ce sujet-là, quid de la transmission et notamment en cas de décès du bénéficiaire? Est-ce que vous avez des solutions justement? On sait que c'est un enjeu majeur si vous venez à nous arriver quelque chose. Eh bien, comment faire en sorte que eh bien, tout ce qu'on a accumulé en crypto ne soit pas perdu? Qu'est-ce que tu recommandes et peut-être même qu'est-ce que vous proposez chez Premium dans ce contexte-là? Effectivement, depuis hier, alors il y a de l'actualité, c'était hier, on propose cette fonctionnalité nouvelle sur notre plateforme qui est d'ouvrir un compte pour ses enfants, hein. Donc, c'est en filiation directe. Si tu as des enfants, c'est peut-être ton cas, Jérémy, ou pas encore. Je sais pas encore, tu es encore jeune, très jeune. Ceux qui ont des enfants peuvent ouvrir à ce moment-là, s'ils ont un compte premium, il faut avoir un compte premium en tant que majeur, ils peuvent ouvrir un sous-compte, ce qu'on appellera un sous-compte pour un mineur, en fournissant donc une preuve de l'affiliation avec une copie du livret de famille. Et ça permet donc de transférer à ce moment-là des bitcoins à son enfant de manière transparente et de manière sécurisée, plutôt que de lui expliquer comment fonctionne un hardware wallet et espérer qu'il va savoir gérer les clés. Évidemment, c'est plus sûr d'utiliser Premium dans ce cas-là, que de donner des bitcoins par un autre moyen où l'enfant pourrait faire des mauvaises manipulations, voire utiliser les bitcoins sur Internet, voilà, sans que les parents puissent contrôler ça. Donc c'est juste cet aspect-là qui me semble intéressant pour des parents qui veulent transmettre à leurs enfants parce que sinon, bah, ils ont des bitcoins sur leur compte et ils se disent bon, si en cas de pépin, voilà, ça ira à mes enfants, mais en fait, la fiscalité, tout ça a des impacts fiscaux, etc. Donc là, il y a une souplesse supplémentaire avec Et alors, typiquement, si le souscripteur venait, on ne sait jamais, à décéder, dans ce cas-là, est-ce que, comme dans le produit d'assurance vie, par exemple, l'argent est bloqué jusqu'aux 18 ans de l'enfant pour qu'il puisse en bénéficier? C'est quoi le cadre, j'allais dire, des conditions générales, parce que là, c'est même pas qu'une question de réglementation, mais vraiment des conditions, termes et conditions du contrat en question. Comment ça se passe dans ces cas-là? Alors, je ne suis pas juriste, hein, donc je peux pas vraiment répondre précisément à ta question et je laisserai des juristes le faire. Mais ce qui est sûr, c'est que le fait d'avoir un sous-compte comme ça à son enfant, avec des bitcoins dessus, ça clarifie évidemment la situation totalement par rapport à une situation de succession. C'est-à-dire qu'il y a la part qui a été déjà transmise, eh ben, elle est à l'enfant en fait, hein. Donc après, comment il en dispose, ça je laisserai les juristes nous l'expliquer. Mais en tout cas, c'est clairement à l'enfant que ça a été transmis déjà avant toute chose. Après, ce qui reste, ça relève de l'héritage, mais au moins cette partie qui est sur le sous-compte de l'enfant lui appartient du coup. Ok, très clair. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Pierre, en tout cas. Je vais te laisser le Merci mot de la Jérémy, à fin. toi. Si tu souhaites, je sais pas, te prononcer sur un sujet qu'on n'a pas évoqué, ou si tu souhaites peut-être dire un mot à celles et ceux qui nous écoutent en direct ou évidemment en replay dès la fin de l'émission. Bah, je dirais qu'à tous ceux qui nous écoutent, on est tous early, hein, comme on dit parfois, c'est-à-dire on est encore au tout début de cette histoire, même si ça peut paraître long, 15 ans en ce qui me concerne, 14 ans, donc ça peut paraître long, mais en fait, on est au tout début de Bitcoin parce que quand on voit les taux d'adoption, ouais, ça reste quand même très modeste. On est encore on est à la bascule. En fait, on est à la bascule entre les early et l'adoption de J'avais masse. calculé, on est à peu près, je crois, à l'échelle mondiale, à peu près, selon le dernier rapport AAA, on est à 7%, soit environ 500 millions de personnes, à peu près sur 8 milliards C'est d'habitants. ça, 7%, voilà, bah, c'est le chiffre, si tu veux, j'étais entre 7 et 15%. En fait, 15%, c'est quand on arrive à 15%, on considère qu'on est dans une phase d'adoption de masse. Donc on n'y est même pas encore. Si ce que tu nous dis illustre ça tout à fait, si on est à 7%, on est encore à mi-chemin vers de l'adoption de masse. Donc on est encore très loin. Donc le potentiel, l'upside, hein, quand j'entends parfois que les gens se demandent s'il faut y aller, moi ça fait 15 ans que j'entends des gens me demander est-ce que c'est le bon moment pour y aller, hein. Quand c'était à 300 euros, alors qu'avant il était à 10, c'était la même question. Est-ce que ça va pas redescendre à 10 en fait? C'était ça
la question de l'époque. Aujourd'hui, c'est à 100, les gens se demandent si ça va pas redescendre à 30, c'est exactement le même, il y a 3 zéros de plus, mais en fait, c'est la même interrogation. Donc j'ai envie de dire, d'abord étudier ça à l'IRA et tout ça, ton podcast, tout ça, c'est des sources d'information et il faut étudier ce que c'est, parce que si on n'étudie pas ce que c'est, on risque d'être en mode panic sales dès que ça bouge. Donc le fait de savoir ce que c'est une infrastructure de paiement mondiale, que c'est un réseau mondial, qui a donc en tant qu'infrastructure, c'est pas quelque chose qui va disparaître du jour au lendemain, etc. C'est quelque chose qui se développe à bas bruit parce que ça se voit pas. Une infrastructure réseau, ça se voit pas en fait. Tu vois juste ton interface sur ton ordinateur, tu vois pas le réseau derrière. Donc tout ça explique pourquoi il y a des gens qui disent que ça repose sur rien parce qu'ils voient pas le réseau. Donc c'est ce que Frédéric Bastiat, le grand économiste du 19e siècle, disait, le pouvoir de ce qu'on ne voit pas. Hein. Il était convaincu qu'effectivement l'économie, ça consistait à révéler le pouvoir de tout ce qu'on ne voit pas. Ce qu'on ne voit pas, c'est les réseaux numériques. Donc Bitcoin, c'est un réseau numérique qui se développe. C'est des ordinateurs, des logiciels, des gens. C'est une infrastructure avec 20 000 nœuds à travers le monde et plus les mineurs, plus toutes sortes de sociétés comme Paynium. Donc c'est du solide. Si vous investissez dedans, il n'y a pas de crainte que ça disparaisse. Il n'y a aucun exemple de réseau décentralisé avec 500 millions d'utilisateurs qui a disparu. On ne voit pas très bien pourquoi d'ailleurs. Je rappelle souvent que le chèque existe toujours alors qu'il n'a aucune raison d'exister. Les gens utilisent encore le chèque comme moyen de paiement. Donc, moi qui ai pas mal d'expérience dans les moyens de paiement, je peux dire que les moyens de paiement, c'est un truc, une fois que ça existe, en général, ça reste. Quoi qu'il arrive, ça reste. Donc là aussi, il faut arrêter de se poser cette question-là. Donc ceux qui nous écoutent, voilà, ils doivent savoir que c'est là pour durer et qu'on est qu'au tout début. Voilà, c'est ça le message que j'ai envie de passer aujourd'hui. Eh ben, écoute, il est passé. En tout cas, merci beaucoup à nouveau, Pierre. C'était un plaisir de te recevoir dans l'émission. Et j'ai envie de te dire à bientôt. Et puis, on va recevoir notre